Léonard de Vinci a inventé le parachute, le tank, le CV, les hélicoptères, il a inventé la réalité virtuelle. Il est l'homme qui a créé le tableau le plus cher de l'histoire, Salvador Mundi, vendu pour 450 millions d'euros. C'est le plus grand peintre de son temps, le plus grand sculpteur de son temps, le plus grand metteur en scène. Il était très visionnaire, il s'intéressait à tout, les mathématiques et l'architecture. Et ça en devient limite effrayant de tout ça. Et également pour l'anecdote, c'est l'un des premiers végétariens de l'histoire. Aujourd'hui, je vous présente le plus grand artiste qui ait foulé notre terre, monsieur Léonard de Vinci. Objectif sur cette vidéo, 10 000 likes, je sais qu'on peut le faire. Et évidemment, abonnez-vous à mon Instagram où je peux vraiment tout vous communiquer et ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous lire vos messages. Et évidemment, rejoignez mon canal. Pour démarrer, évoquons l'enfance de monsieur Léonard de Vinci. Alors il naît le 14 avril 1452 dans la ville de Vinci. Vinci, Léonard de Vinci, simple. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il est illettré et il est fils d'un notaire, mais il est fils illégitime, c'est-à-dire que c'est un bâtard. Il n'y avait pas de mariage entre sa mère et son père, et il vient justement de la commune de Vinci, d'où vient son nom. Et pour l'anecdote, sa lignée familiale avait obtenu la citoyenneté florentine, ils étaient tous notaires, ils s'étaient mis bien quoi, parce que du coup, bah ils étaient florentins. Même s'il était un bâtard, c'était très mal vu déjà d'avoir un bâtard dans sa famille, surtout pour des notaires, mais ce qui va se passer, c'est que il va pas renier son fils en fait. C'est le seul bon move qu'il fera entre guillemets son père, c'est qu'il ne va pas renier son fils, parce que c'est son seul héritier mâle en fait. Par contre, sa mère, Katharina, elle ne peut pas être présente avec son fils. Elle doit pas être vue en fait, parce que sinon tu te doutes bien que ça ferait un petit scandale. Donc il est très vite séparé de sa mère, et cette dernière restera tout le temps dans l'ombre de son père. Et pour l'anecdote, elle s'est mariée d'urgence avec une personne qui la battait. C'est pas sûr, mais on a des doutes sur le fait qu'elle se faisait battre, parce que du coup, l'homme qu'elle avait du coup eu en urgence avait pour surnom quelque chose qui voulait dire la baston. C'était Acatabria. Léonard sera donc arraché des mains de sa mère dès son plus jeune âge, et il grandira dans la maison de son grand-père, Antonio, qui est une maison un peu perdue dans la nature. D'ailleurs, un des plus anciens dessins de Léonard de Vinci, c'est justement ce paysage. Parce qu'au final, Léonard est très observateur et il va se nourrir de ce décor qu'il a autour de lui. Et pour l'anecdote, à la fin, du coup, le père de Léonard aura des enfants légitimes et il va carrément le retirer de son héritage. Petite connerie, mais bon. Et par exemple, en tant que bâtard, Léonard ne peut pas aller partout. Il a pas tous les droits, il peut pas être notaire, il peut pas aller à l'université. Mais même s'il a pas eu un père présent, il faut avouer que son père a fait un seul bon move. Il a eu l'intelligence de montrer son travail à Verrocchio. C'est l'artiste de la cour de Médicis. Les Médicis, c'est une grande famille qui a mis l'art à un autre niveau, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et il y a notamment dans cette famille, pour la petite anecdote, Laurent le Magnifique. Mais revenons-en à monsieur Vinci. Donc Verrocchio, qui est un grand artiste de l'époque, grand artiste et sculpteur, va directement voir le talent de Léonard et il va le prendre avec lui en apprentissage. Parce qu'il faut avouer que ce petit Léonard, il a un bon coup de crayon quand même. Et c'est là qu'il va s'inscrire à l'atelier Verrocchio. Et que tout va changer pour Léonard. Léonard fait ses bagages et va à Florence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, Florence connaît un âge d'or scientifique et architectural. C'est ce qu'on appelle évidemment la Renaissance. Et ce petit Léonard, il va très vite se faire remarquer. Parce que du coup, au sein de cet atelier, c'est vraiment l'endroit parfait pour Léonard pour développer son art. Il a des commandes tout le temps, sculpture, peinture, il touche à tout. Et il est bon partout. Quand je dis touche à tout, c'est de la mécanique comme l'orfèvrerie. La sculpture, la peinture et tout. Ce qui est bien, c'est qu'ils avaient tous un domaine un peu particulier et que ce Verrocchio était un peu son père spirituel. Il lui a tout appris. Et il y avait une sorte de vraie famille qui se créait dans cet endroit. Pour la petite anecdote, même si on attribue la chapelle Sixtine à Michel-Ange, tous les artistes ou une grande partie des artistes présents à l'atelier Verrocchio ont peint la chapelle Sixtine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Verrocchio, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point il est fort. Là, vous avez une sculpture de Verrocchio et c'est une référence à David qui va réussir à vaincre Goliath. Et la légende raconte que c'est Léonard qui a posé pour faire cette sculpture de David. Car tout comme Léonard de Vinci, Verrocchio avait pour habitude de prendre ses propres élèves comme modèle. Mais c'est dans la peinture que Léonard aura son premier coup d'éclat, avec le baptême du Christ. Il va peindre un petit personnage, mais d'une vie et d'une justesse immense. Et il va justement créer sa propre technique, le sfumato, qui est une technique qui permet de justement passer plusieurs filtres de couleurs jusqu'à avoir la bonne lumière souhaitée. Et du coup, ce petit personnage, ça va grandement faire remarquer Léonard, et la légende raconte que Verrocchio ne touchera plus jamais un pinceau après avoir vu le travail de Léonard. Et c'est alors que viennent les premières réalisations artistiques de monsieur Léonard. Il existe 12 des carnets de monsieur Vinci. On les appelle les 12 codex originaux et ils sont à Paris. Ce sont les carnets de croquis et c'est un héritage, c'est un trésor de guerre. Je sais pas si vous vous rendez compte, un seul de ces carnets vaut 55 millions d'euros. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez vu, j'ai fait comme Squeezie, parce qu'il vient de ma ville en fait, du coup bah j'ai un peu les mêmes réflexes que lui. RPZ Anthony, dans les commentaires, tous ceux qui viennent d'Anthony, dites-le moi juste pour que je vois. Et ce mec était tellement taré parce que du coup dedans il écrivait toutes ses pensées, ses dessins, ses croquis. Il écrivait à l'envers dans ses carnets et tu pouvais lire ce qu'il disait avec un miroir. Le mec est fou! Le mec est fou! Mais Léonard est passionné d'une chose, la lumière. Et en 1472, il s'inscrit à la guilde de Saint-Luc, la corporation de peintres. Il aura justement sa première commande là-bas, qui est l'Annonciation.
Sa composition est poussée à l'extrême, qui montre vraiment une recherche de la perfection dans le travail de Léonard, ce qui caractérise l'entièreté de son travail, la perfection. Mais il y a une œuvre qui va totalement tout changer en fait, l'adoration des mages. Donc c'est commandé par un monastère, mais rien que les dessins préparatoires en fait sont oufissimes. Regardez la justesse des croquis. Il y a un dynamisme et un sens du mouvement qui n'a pas de sens. Pour l'anecdote de base, les enfants sont pas peints au centre des tableaux, sont toujours sur les côtés. Et lui décide de tout changer, il met un enfant au centre. Monsieur Léonard de Vinci. Regardez le visage de tous les personnages, ils sont fous ces personnages, ils sont incroyablement bien faits, ils ont des expressions divines. Sauf qu'il y a un personnage qui est spécial. Il y a un personnage qui ne regarde pas. Et il se pourrait que ce soit l'un des seuls autoportraits disponibles de Monsieur Léonard de Vinci, dans ses jeunes années. Parce que, regardez ce regard qu'il a. On dirait qu'il regarde quelque chose, un miroir potentiellement. Sauf que ce Monsieur Léonard, il a un petit souci en fait. C'est que c'est un branleur. Il a tellement une recherche folle de la perfection qu'il rend jamais ses tableaux à l'heure. Et il est d'ailleurs connu pour ça. Et évidemment, il ne finira même pas le tableau L'Adoration des Mages, mais parce qu'à 30 ans, il a besoin de voir autre chose, il a besoin de sentir quelque chose d'autre. Et du coup, il se barre, direction Milan. Et il y a une famille qui règne là-bas, c'est la famille Scorgia. Et il sera envoyé par Laurent de Médicis lui-même. Sachez que Laurent de Médicis, c'est un mec qui pèse, hein, d'accord? Du coup, il en profitera pour montrer tout l'étendue de ses talents. Et à Milan, il va faire des chefs-d'œuvre. Il va notamment préparer des fêtes de zinzin. Ça va être le mec qui organise les soirées. Tu vois, le mec au lycée qui était chaud, qui organisait les soirées, qui a toutes les meufs, bah c'était Monsieur Vinci. Et arrivé à Milan, Monsieur de Vinci a un objectif. S'adonner les grâces d'un seul homme, Ludovic Sforza. C'est lui qui gère Milan dans l'ombre. Et pour ça, il est prêt à tout. Comment est-ce qu'il a attiré l'attention de cet homme? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Léonard de Vinci était hyper beau. C'était genre un BG, il faisait 1m75 alors qu'à l'époque tout le monde était petit. Il adorait s'habiller, il était super drôle, il savait danser comme un dieu, il savait tout faire. Même dans ses carnets, il y avait des petits rébus, des petites vannes. Et en fait, il avait ce pouvoir-là de fédérer les gens autour de lui, rendre les gens accros à lui. Pour l'anecdote, il avait même son appart en face du roi de France. Là, vous avez sa chambre et le mec pèse plus que des princes. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est qu'en fait, il est la personne qu'un roi se doit d'avoir à ses côtés. Et d'ailleurs, Vasari, qui est un très grand biographe, a caractérisé Picasso de divin. C'était un homme libre, mais dans tous les domaines. Je sais pas si vous vous rendez compte de qui était Monsieur Léonard de Vinci. Et même dans sa sexualité, il était assez libre. À l'époque, je sais pas si vous savez, mais il y avait quelque chose qui s'appelait la dénonciation anonyme. C'est-à-dire qu'en gros, tu pouvais dire lui il est gay avec lui, et t'avais une petite prime. Et dans ces listes, Léonard justement a été cité. Parce qu'en gros, il avait des pratiques, selon des rumeurs, avec un de ses jeunes modèles. Et justement, ses élèves, il y en a eu un en particulier qui l'a marqué, avec qui potentiellement il a eu des aventures. C'est Monsieur Salaï, qui veut dire petit diable. C'était un petit con, il foutait le bordel, il faisait du bruit, mais il était attachant. Et du coup, De Vinci lui pardonnait tout. Il était fasciné par sa beauté et ses cheveux bouclés. Et d'ailleurs, dans ses petits carnets, Monsieur Vinci a plein de dessins obscènes avec son petit nom à côté. Et ce rapport spécial avec la sexualité, ça va jusque dans ses dessins. Hein. Il aime bien dessiner des sgeeks coupés. Et il y a aussi un truc qui caractérise cette homosexualité, c'est un dessin de Saint-Sébastien qu'on a retrouvé par hasard chez quelqu'un et qui est le symbole même de l'homosexualité. Il était vraiment en avance sur son temps. Il était végétarien. 1400. 1400, tu chassais les gens dans la rue. Non, je vais prendre un petit bout de tofu. Léonard! Il avait une célèbre phrase qui disait « Ne fais pas de ton ventre un cimetière ». Il kiffait les animaux, il achetait des oiseaux en cage pour les faire s'envoler. Il niquait les business, mais il était là. Parce qu'en fait, cette notion de voler, cette liberté, c'est ce qui l'a poussé à aller encore plus loin dans son travail en fait. Il veut faire voler les hommes. Mais alors, comment est-ce qu'on fait voler un homme ? Pour se présenter à Monsieur Sforza, il va se faire passer pour un général de guerre. Sauf que, vu qu'il savait dessiner, il a eu une petite technique. En gros, il va créer le CV. Dans son CV, il va noter toutes ces informations, mais il va pas se présenter en tant qu'artiste, mais il va se présenter en tant que général de guerre. Et vu qu'il dessinait bien mieux que les autres ingénieurs, il va créer des armes de fou. Et du coup, bah, tous les rois vont le voir à leur côté. En fait, il veut révolutionner les combats. Il va s'inspirer de jouets pour enfants. Il est à lui tout seul la renaissance, en fait. Et donc, le duc, ça va marcher. Il va l'embaucher en tant qu'ingénieur de guerre. Et plus le temps passe, plus Léonard va se faire un nom au sein de cette nouvelle famille, entre guillemets. Il va commencer à refaire les soirées comme il faisait avant, avec des décors et des effets spéciaux s'il vous plaît. Et les soirées, si on en parle dans toute l'Italie, c'est comme la soirée blanche là avec Mbappé, Kim Kardashian. Lui c'était pareil, avec notamment les noces de mademoiselle Isabelle d'Aragon. Il va même dessiner les déguisements qui étaient tellement précis qu'ils peuvent inspirer actuellement des designers, hein, je vous jure. Léonard dessinait tellement bien qu'il pouvait tout dessiner en fait. Et à partir du moment où tu peux tout dessiner, et bah forcément ça inspire. Il devient indispensable pour la famille de Ludovic le Mort, comme on l'appelle. Et pour l'anecdote, bah du coup il l'emmène partout, genre ça devient son meilleur pote, ça devient son confident. Et pour l'anecdote, Ludovic lui fera même présenter ses maîtresses, ses amantes, comme Cecilia Gagliarni, qui va justement peindre, et ça sera justement le premier portrait moderne de l'histoire de l'art. Sauf que bon, sa vraie femme à Ludovic, bon elle le sait, tu vois qu'il la trompe, donc elle va virer Cecilia. Sauf que le petit Ludovic, il va trouver une nouvelle gonzesse, Lucierza Privelli, plus connue sous le nom de la Belle Ferronnière. Et du coup évidemment Léonard de Vinci va encore la peindre. Et plus il se fait un nom, plus il a des commandes, plus bah il va créer son atelier le poteau, il a trop de taf. Il va créer cet atelier dans le même système que faisait son ancien maître Verrocchio, quelque chose de familial où on touche à tout, où il a un regard sur tout. Mais c'est tout seul qui va au même moment accomplir un de ses plus grands chefs-d'œuvre, le dernier repas du Christ. Et c'est encore un nouveau penchant dans l'histoire de l'art parce que rien n'est parfait à part le Christ. Tous les triangles des apôtres autour ont des triangles un peu spéciaux, alors que le Christ est vraiment parfait.
Évidemment, ça représente la scène de quand un des apôtres va trahir le Christ. Et on voit une sorte de tension parce que vu qu'il y a plein de triangles un peu dans tous les sens, on sait pas qui l'a trahi en fait. Et il a parfaitement retranscrit ce repas qui part un peu en cacahuète, à part le Christ qui est évidemment triangulairement parfait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a mis des années à peindre ce tableau là. Au point où le monastère, ils ont dit: hey frérot, ah ouais, ça fait 10 ans que tu bosses là, envoie le tableau s'il te plaît, on a payé. Parce que pour rappel, hein, monsieur Vinci, il est arrivé dans son tableau, il faisait 3 coups de pinceau, il se barrait. Mais comme on dit, un grand génie, moins il travaille, plus il œuvre. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, l'œuvre originale, elle est malheureusement perdue. Parce que le tableau, il est vraiment dégradé, parce qu'en gros, il s'en est pas vraiment bien occupé en fait. Et à ce même moment, ce mec invente la réalité virtuelle, s'il vous plaît, au 15e siècle, hein, c'est pas les casques VR. Hein. Il a créé l'art immersif. T'arrives dans une pièce, tu rentres dans un espace pour créer une immersion totale avec le sol, le toit, tout est peint en bleu pour rentrer dans un espace intime. Mais c'est après ça, en 1500, qu'il va arriver à son apogée artistique et scientifique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'était un boss de l'ingénierie, c'était le patron de l'invention. Et en fait, ce qu'il a, c'est qu'il est assez fou parce qu'en fait, il a la clarté d'esprit de remettre en cause des idées qui sont vieilles depuis 2000 ans. Et en gros, son taf, en fait, c'était il prenait les travaux des ingénieurs, vu qu'il dessinait mieux, il les améliorait, puis il les proposait. Et c'est lui notamment qui a créé le dessin industriel. En fait, il arrive dans une période où genre, tu sais, la peste, ça décime beaucoup de gens, et en fait, les machines doivent remplacer l'homme parce qu'il n'y a plus assez d'humains. Il va énormément s'inspirer de la nature, avec notamment les premiers essais d'avions avec des oiseaux, tu vois. Bon, évidemment, quand tu vois le truc, tu sais très bien que tu pourras jamais l'utiliser parce que faut des manivelles et une puissance infernale, mais il observe extrêmement bien. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Il va inventer le biomimétisme. Les éoliennes, c'est inventé par le biomimétisme. Tout est inventé par le biomimétisme. Je sais pas si on capte. Il peut lier science, technologie et art. Le mec est... Et évidemment, sa première inspiration, c'est la nature. En fait, ce mec, pour mieux comprendre ce qui se passe dehors, il va comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'en fait, à l'époque, bah, il disséquait des cadavres, en fait. Parce qu'en fait, l'église le permettait pour la science et pour la médecine. Les peintres et les médecins avaient le droit de disséquer des corps. Par contre, ils n'avaient pas le droit de faire des recherches sur l'âme parce que c'était quelque chose qui était non tangible et qui était en rapport vraiment direct avec la religion. En revanche, tout ce qui est technique, observation, c'est lui qui s'en chargeait. Pour l'anecdote, en 1507, il dissèque un homme qui vient de mourir sous ses yeux. Il va chercher la cause du décès. Il va voir qu'il a eu un infarctus. C'est le mec qui a dit: ah oui, les infarctus, ça existe. Il est le premier à trouver la cause d'un infarctus. Alors qu'en fait, les recherches sur le cœur, vraiment, ça commencera à peu près au 17e siècle. Il va comprendre le fonctionnement du cœur, etc. Il va en faire des croquis, vu que le mec dessine tout ce qu'il sait en fait. Il va également disséquer une femme enceinte, et il va comprendre qu'il y a différentes couches pour accéder au bébé. Et c'est le premier à savoir comment est-ce que l'enfant est placé dans le ventre, à l'envers. Évidemment, c'est épouvantable, il ne fait pas ça pour le plaisir, mais il dissèque pour comprendre. Léonard, c'est pas un grand peintre ou un grand scientifique, hein. Léonard, c'est un grand peintre parce que c'était un très grand scientifique. Il a le don pour décomposer les choses, les êtres vivants, comprendre, décortiquer, voir, mieux voir. Et il décompose les objets image par image, comme en animation. Il était architecte, ingénieur, premier peintre du roi. Pour anecdote, il y a le musée Specola à Florence où on voit vraiment toutes les dissections de Vinci, qui est assez intéressant, vous pouvez y aller. En 1502, après ça, après ses prouesses scientifiques, Léonard va rejoindre quelqu'un. César Borgia, qui est le fils du pape Alexandre VI, hein. Donc on monte d'un level, et qui est évidemment approche du roi de France de l'époque. Il va l'aider à améliorer une forteresse, la forteresse d'Imoggia. Pour l'anecdote, il va le dessiner de manière hyper fidèle à main levée, voir une vue de haut, alors qu'il n'a pas de drone. Voilà, il n'a pas de drone, il n'a pas d'avion. Il va faire un plan vue de haut d'un truc qu'il ne voit pas de haut. Et pour l'anecdote, avec Monsieur Borgia, il va même aller sur les champs de bataille pour voir la guerre au plus près, pour voir la mort au plus près, pour comprendre encore plus. Mais en 1503, il y a un problème. Le pape, il meurt. Donc il va devoir trouver un autre protecteur parce que Monsieur Borgia, là, bah il chute après la mort de son père en fait. Et hop, direction Florence, on rentre à la Casa. Et là-bas, à l'époque, c'est la capitale de l'art. Et il y a un petit mec là-bas qui commence à se faire connaître, s'appelle Monsieur Michel-Ange. Voilà, ils étaient rivaux, ils se détestaient. Parce qu'en fait, Michel-Ange était le rookie trop fort. Et en fait, cette rivalité, elle explose quand il y a une chapelle qui demande aux deux de faire un projet. Parce qu'en fait, il y a un problème parce que Léonard de Vinci finissait jamais ses œuvres. Donc ils vont faire appel à Michel-Ange pour challenger Léonard de Vinci. Et là, il va se mettre à fond. Il va peindre la guerre dans toute son horreur. Et bon, il y a Michel-Ange qui abandonne le projet parce qu'il est occupé pour un autre projet, la chapelle Sixtine. Sauf qu'il y a un autre problème. Léonard ne sait pas peindre sur un mur. Ah, enfin un truc qu'il sait pas faire. Parce que oui, peindre une fresque, c'est pas la même chose. Donc il va abandonner le projet. Ça aurait été la chapelle Sixtine de Florence. Mais bon, il y a que des croquis quoi. Même les croquis étaient incroyables. Et en 1513, il se dit bon, là j'ai besoin d'un nouveau protecteur. Il va rencontrer Julien de Médicis, qui est le frère du pape, et il va loger au Vatican pendant un temps. Et en fait là on va le plus lui confier des projets d'ingénierie parce qu'en fait au niveau de l'art bah il est plus considéré comme le plus grand en fait. Parce que le problème c'est que on sait qu'il finit jamais ses œuvres. Et il commence à se faire une sale réputation. Surtout qu'il y avait des petits rookies qui étaient trop forts quoi. Michel-Ange avec la chapelle Sixtine du coup, ou Raphaël avec la chambre du Vatican. Et en fait il s'est dit que sa place n'est plus à Rome. Sauf qu'en 1515 le roi France attaque Rome et il relance la guerre en Italie. Donc il y a un petit RDV qui organisait un petit octogone entre le pape et Monsieur François Ier. Et pour la première fois Léonard et François se rencontrent. Ils sont dans la même pièce. Selon la légende, François Ier va guérir des femmes
proclame directement devant le peuple. Parce que selon l'époque, les rois de France avaient le pouvoir de guérir. Bah ouais, sinon ils seraient pas rois. Et Léonard de Vinci est impressionné par François. Il voit en lui une personne dont il a toujours rêvé en fait. L'objectif de François Ier, c'est qu'il veut les boss dans sa cour. Il veut les meilleurs. Donc il lui a dit, Léonard, viens, tu bosses avec nous maintenant. Il va partir pour la France. Et il sait que c'est son dernier voyage. Voilà, il commence à être vieux le pépère. Hein. Donc il va emporter quelques petits tableaux pas très connus avec lui, la Joconde, le Saint Jean-Baptiste et la Sainte-Anne. Ce voyage va durer 3 ans pour monsieur Vinci. Et en arrivant là-bas, c'est une renaissance quoi. Il découvre une nouvelle culture, tout est tout nouveau, tout le monde le respecte. Il va devenir un metteur en scène incroyable, il va refaire des soirées, il va notamment faire la fête du paradis là-bas. Il va créer quelque chose qui va également encore une fois émerveiller tout le monde. C'est le lion mécanique. C'est le premier automate de l'histoire. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors que les vrais automates, ça va voir le jour 300 ans après. Est-ce que c'est bon pour vous? L'automate, il pouvait sortir, créer quelque chose, faire une marche avant, marche arrière. Parce qu'au début, ça fait peur un truc qui marche comme ça vers toi. À la fin, ça s'ouvre, il y a une fleur de lys qui sort. En fait, François Ier va perdre son père très jeune. Donc en fait, il va voir en Léonard son père spirituel. Et à 65 ans, Léonard pas encore. Même s'il est fatigué, on va lui confier de créer un palais. Et il mourra juste avant, il va juste créer les croquis. Il abandonne un peu le projet du palais parce que ça demande trop de travail pour lui. Mais il y a un truc qu'il va faire à fond. Certainement le plus grand tableau qu'il ait pu créer. Ce n'est pas la Joconde, c'est le tableau Sainte-Anne. Voici le plus grand chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. C'est sûrement le visage le plus abouti qu'il n'ait jamais créé. Le sourire est subtil, tout est bien pensé. Et en 1519, malheureusement, monsieur de Vinci est paralysé de la main droite. Et il mourra le 2 mai de la même année. À son chevet, il y avait beaucoup de monde. Il y avait son collaborateur préféré, Francesco Bezzi. Et 1 an avant sa mort, il va faire un truc sympa, intelligent, il va faire son testament. Il va tout léguer à Salai et Menzi. C'est les 2 personnes dont il était le plus proche. Salai, le petit diable, Menzi, son plus grand collaborateur. Par contre, il demande une chose dans ses funérailles, il veut que son enterrement soit celui d'un grand seigneur, d'un roi. Et malgré sa mort, c'est toujours le peintre le plus légendaire de tous les temps en fait. Il y a tellement de mystères qui tournent autour de ce mec, je sais pas si vous vous rendez compte. On ne sait presque rien. En fait, on sait tout et rien de cet homme. C'est un mystère à lui tout seul, comme s'il y avait des codes cachés derrière ces tableaux, avec une petite pointe d'obscurantisme. On parle quand même d'un mec qui déterrait les cadavres pour les étudier. À l'époque où la magie, bah c'est le questionnement de tout. Tout le monde parle de magie, alors que lui, non, rationalisme à fond. Et son dernier chef-d'œuvre sera celui-là, le Saint Jean-Baptiste. C'est un tableau qui met vraiment mal à l'aise en fait, regardez-le bien, avec son regard très intrusif comme ça là, et cette main qui est annonciateur d'un potentiel Jésus qui arrive. Cet homme, c'est un puits de savoir, de rationalisme. Il a toujours débunk les théories vieilles de 2000 ans. Le mec il arrivait, non non non, je ne crois pas. Il est la preuve même que avec peu de choses, mais une recherche de la perfection, on peut faire beaucoup. Et on peut créer quelque chose justement d'intemporel, à une époque malheureusement où tout est fait en quantité et rapidement. Évidemment, je me suis grandement inspiré de ce documentaire qui est extraordinaire pour la vie de Vinci, et ce livre, vraiment, ce sont 2 trucs que je vous conseille d'aller les voir. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est le prochain artiste dont vous voulez que je parle. Abonnez-vous, la cloche, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, ciao.